C'est probablement d'avoir lu Monde immense de Ed Young. Cette question des animaux trimballe. Alors, il y a quand même toute une suite de livres qui prennent ça et pour d'autres raisons. Je farfouille pas mal dans le Prévert, l'édition Pléiade, très complète, très, j'allais dire, humble et sérieuse. Daniel et Arnaud Laster. Et je me souvenais plus de ce texte, a priori un petit peu hors jeu, juste entre paroles et spectacle, c'est ça, ouais. Texte qui date écrit et publié en 1950. C'est la deuxième collaboration de Prévert avec une photographe qui signe Illa, Y2LA. Ils avaient d'abord travaillé ensemble sur un conte qui s'appelle Le Petit Lion. Donc aussi l'idée de domesticité, de l'animal enfermé. Et là, c'est un album photo. Un truc très bizarre. Et donc la couverture, c'est 2 orang-outans. Il n'y a pas de nom d'auteur. Par contre, sur la carte de couve, c'est, excusez du peu, le cul d'un zèbre. Et là, il y aura marqué des bêtes, Illa, Prévert. Comme si Illa et Prévert étaient eux-mêmes les bêtes. Donc, je sais pas, la plaquette originale, c'est curieux aussi, c'est qu'elle a été éditée chez Gallimard par Berthelet. Vous savez, celui qui faisait le lien avec Henri Michaud, en particulier pour l'espace du dedans. On va essayer d'entrer juste comme ça, sans rien charger. Donc quand il parle d'Illa dans le texte, c'est Prévert rend hommage à la photographe, mais il rend l'hommage depuis ce qu'il lit dans les photographies de bêtes. Illa fait le portrait des bêtes, le portrait d'autres êtres qui vivent et meurent sur la même planète que ceux qui se nomment eux-mêmes les hommes. Et les plus grands, paraît-il, sont connus, comme le loup blanc. Il n'y a pas de loup blanc dans cet album. On n'y voit pas non plus l'aigle de Meaux, ni le cygne de Cambrai, ni l'âne de Buridan, ni le tigre de Vendée, ni le lion de Belfort, superbe et général, aucun mouton de Panurge, aucun agneau pascal, pas une grue métaphysique, beaucoup d'oiseaux sont musiciens. Mais il n'y a pas chez les bêtes de bêta-physiciens. Chez eux, le chien de l'écriture s'appelle en réalité tout ou rien. Des bêtes, seulement des bêtes de tous les jours et de toutes les contrées, des bêtes de la terre qui auraient pu s'appeler la mer si c'était un poisson qui avait trouvé le nom. Des bêtes comme les choses qui arrivent, comme les choses qui s'en vont et sans cesse le sang de la vie se joue dans la mort et sans cesse reviennent les fleurs de l'amour et d'autres bêtes renaissent. Et de nuit et de jour, des bêtes avec leur faim, leur soif, leur joie et leur détresse, et puis le même mystère, la même simplicité que les vagues de la mer et les arbres de la forêt, des bêtes comme des pauvres avec leur misère, des enfants avec leurs secrets, ou des femmes avec leur beauté, des bêtes avec un cœur comme le vôtre et le mien, des bêtes avec des yeux, des pattes et même des mains comme celles de cet enfant gorille, seul en exil dans une des grandes singeries du monde civilisé et qui ressemble au jeune saltimbanque bleu que peignait Picasso il y a des années, la même détresse, les mêmes mains crispées, les mêmes secrets, la même beauté. Pas la beauté du diable ou la beauté du dieu, ou ni celle d'un saint de vitrail ou de calendrier ou d'une reine en conserve sur le mur d'un musée, simplement la déchirante beauté de la vie, avec les lueurs errantes dans le regard d'un singe abandonné ou d'un adolescent pauvre et désespéré, la beauté d'un ours captif avec un anneau dans le nez, la beauté d'un cheval couronné, d'un chien écrasé,
la beauté d'une lionne en cage, allongée sur le dos et ses grands yeux couleur de doux orages, où se reflètent un désolant mirage les dernières lumières d'une fête, les adieux d'une plante verte, mourant dans un cache-pot à l'heure du crépuscule, au marché aux oiseaux. Des bêtes sans principe ni mentalité, et puis de tendres animaux sans animosité, des animaux charmants comme les aiment les enfants, comme le chat que Catherine appelle Patounet, comme la poule blanche que Minou appelle Tigrette, comme elle appelle sa tortue Dorothée, comme le lion sur les images qu'elle appelle le bouglione, et qu'elle va voir à Cagnes-sur-Mer quand arrive le cirque avec sa fauverie, et elle lui dit dans sa langue à elle combien elle l'aime, combien souvent elle pense à lui. Des bêtes comme dragons, chiens trouvés aujourd'hui, perdus à jamais, et qui cherchaient sa place au soleil, même en hiver, sur les banquettes des cafés de Paris. Des bêtes comme Médor, un des chats qui vivait rue du Vieux Colombier, dans un sordide palais où tout le monde s'aimait, et qui vécut plus tard dans un autre quartier, là où il y a une serre avec un olivier. Des bêtes comme des choses disparues et jamais oubliées, comme une étoile filante, une blessure, un baiser, comme un éclat de rire, une source, une chanson, comme des feuilles sur les arbres, des îles sous le vent, des hommes dans les rues et d'autres en prison. Des bêtes qui faisaient bon ménage avec les petits animaux humains, qui les emmenaient avec eux dans leur bestiaire secret, très loin du musée homme, dans leur jardin heureux. Là où ils font tourner en bourrique et sans y prêter attention les grandes personnes mécaniques qui connaissent la question, mais les enfants savent bien que ces grandes personnes gravito-comiques ne connaissent que cela et ignorent la réponse. Et ils poursuivent avec leurs bêtes, leurs discussions, leurs jeux, leurs chansons, où voltige l'alcali volatile, le mélusin avec sa mélusine, le croque-monsieur et le bonjour madame, le grand lapin polaire et la guêpe saumonée, le baladard qui marche sans arrêt et badaboum qui tombe de sommeil, et le drolin qui vient le réveiller, mais les grandes personnes raisonnables et sages, et toujours composées d'une âme et d'un corps selon la formule d'usage, un immense vertige les prend devant ces enfants manèges. Ce qu'il leur faut pour se distraire, c'est un grand parc d'abstraction où les 4 jockeys de l'Apocalypse, au grand derby des psaumes sans maudire, tournent en rond au son d'une musique ineffablement aphonique. Ce qu'il leur faut pour se distraire, c'est un grand parc d'abstraction où les 4 jockeys de l'Apocalypse, au grand derby des psaumes, sans maudire, tournent en rond au son d'une musique ineffablement aphonique, cependant que des morts à tête de monarques descendent le watershed dans la barque à Caron, et le silence de cette musique infinie les effraie, ces grandes personnes, mais les distrait en même temps. Alors, que voulez-vous que ça leur fasse? La liberté heureuse d'un troupeau de girafes, la joie folle d'une folle devant un ours blanc, la solitude d'une lionne rousse, derrière une grille, ou l'exil d'un gorille enfant. Pour l'exil, parlez-leur d'un aiglon au grand pédigré, ou de son père tout seul assis sur son rocher, le grand Napoléon Ier au-dessus de l'entresol de l'histoire et de l'après-histoire, où tous les grands guignols tour à tour s'effaceront. Alors que peut-être sans doute, sait-on jamais, de simples bêtes comme le pou, la vache, le chien, le chameau, le cochon, tiendront longtemps encore dans nos régions le premier rôle dans le traditionnel opéra permanent des insultes jurons, mots drôles, grincements de dents et vociférations.
des bêtes comme ces antilopes et ce cerf dérisoirement bafoués, nargués et injuriés par deux pauvres permissionnaires dont un sous-officier, heureux d'avoir trouvé bouc émissaire, à qui parler, cornu, cocu, cocu, cornard, cocu, cornard et chef de gare et les pitoyables échos de leur titubante et larmoyante hilarité se perdaient dans une lointaine allée où debout sur son perchoir un oiseau solitaire, immobile, se taisait. Sur une petite pancarte où son état civil était gravé, on lisait « Troupialis militaris » et dessous, en lettres plus petites, en langue plus vulgaire, « Étourneau militaire ». C'était au Jardin des Plantes, à Paris, les premiers jours de cette toute dernière guerre à Paris, ou plus loin, dans un autre jardin, quelques années auparavant, en 1935 exactement, moururent carbonisés 5 éléphants, Auguste Mathieu, Santa, Billy, Roma. C'étaient les noms qu'on leur avait donnés comme cela, familièrement, affectueusement, de leur vivant, et beaucoup dans la ville par leur mort furent frappés, et personne n'était gai en lisant le journal. Oh, bien sûr, ce n'était pas un deuil national, avec un homme célèbre catalfaqué et des curieux qui font la queue pour le voir en chair et en os pour la dernière et première fois par la même occasion. Non. Cette mauvaise nouvelle, tout simplement, avait remué le cœur de la plupart des gens. Mais il y en avait qui étaient tristes vraiment, mais fort heureusement, la presse qui tourne cette fois sa langue d'Ésope dans sa grande bouche en cœur avant d'avoir réponse à tout, était là pour tirer la réjouissante morale de cette banale histoire, et l'on put lire dans l'intransigeant un écho bien réconfortant. Les équarrisseurs achevaient de débiter les 5 malheureux éléphants qui, la veille dans l'incendie du zoo, avaient trouvé une mort lamentable. 2 agents se trouvaient là, de garde, et l'un disait à l'autre « Mon vieux, j'ai eu une drôle d'idée. J'ai découpé hier dans la cuisse d'un de ces bestiaux un énorme beefsteak que j'ai ramené le soir à ma bourgeoise. Je lui ai dit « Tiens, j'ai acheté ça au boucher du coin. Tu étais bien inspiré, disait-il. Justement, je n'avais que des œufs. Elle le sert, elle le goûte. Alors, dit l'autre, c'était bon? Ah, mon pauvre ami, je me suis fait engueule. Oh, mais engueule! Oh, on ne m'y reprendra plus à la cuisine exotique. Et dans le métro, un enfant disait « On raconte que dans leur Afrique, les éléphants se cachent pour mourir. C'est pas vrai. C'est pour pas souffrir. C'est pour rester libres et vivants, mais très longtemps et longtemps, trop contents qu'ils se cachent quand ils voient venir les hommes, les éléphants. Et si j'en étais un, moi j'en ferais autant. Et il là, en faisant le portrait des bêtes, parle comme parlait cet enfant, parle de ce qu'elle aime et de ce qu'elle comprend. Et dans ce livre d'images, l'autruche, le zèbre, la panthère, le grand-duc et le hibou des neiges, et toutes les autres bêtes lui répondent silencieusement et elles lui disent beaucoup de choses, simplement en la regardant, simplement en vivant devant elle, en toute simplicité, en toute liberté, en toute captivité. Et grâce à elle, nous pouvons aussi les voir de très près, les revoir très souvent, ces amis inconnus, mystérieux ou charmants, secrets et redoutables, lointains et bouleversants, ces amis qui peuplaient nos rêves enfantins, ces amis caressés la veille, dévorés le lendemain, ces oiseaux et ce tigre et ces orang-outans, ces ours et puis ce cerf, ces moutons, ces lapins ou ces pingouins. Et on repart avec une photo de cochon. Ou ces cochons, ces bêtes qui sont de Saint-Antoine ou de Sainte-Ménéhould, comme des hommes sont de Saint-Estèphe ou du Saint-Gothard ou du Saint-Sépulcre ou de la Saint-Barthélemy, comme le cheval de bois et de Troie, les chevaux de Marly, les moutons de Domrémy, sont parfois élevés dans de grandes porcheries modèles, comme on élève de grands serins à Saint-Cyr et des petites perruches aux oiseaux.
Et elles ont les honneurs du pied truffé dans toutes les festivités de Noël. Et l'on parle d'elles dans toutes les rubriques mondaines et gastronomiques et nécrologiques de tous les grands journaux du monde occidental. À la salle des ventres, un pied de porc adjugé 800 000, l'acheteur, un cul de jatte triste est porté en triomphe par une foule de pieds beaux et des phoques jonglent aux invalides avec des drapeaux de flambeaux. Elle est trop belle cette image. Tu vois la rupture, juste avant, on avait des non, mais, c'est-à-dire que tu as des vers de monosyllabes qui s'insèrent là dans le texte et le relance. Et puis tout d'un coup, là, sur le cochon, on glisse au fantastique. Et elles ont les honneurs du pied truffé dans toutes les festivités de Noël. Et l'on parle d'elles dans toutes les rubriques mondaines et gastronomiques et nécrologiques de tous les grands journaux du monde occidental. À la salle des ventres, un pied de porc adjugé 800 000, l'acheteur, un cul de jatte triste est porté en triomphe par une foule de pieds beaux et des phoques jonglent aux invalides avec des drapeaux, des flambeaux. Participons à la fête, colombes de Saint-Paul, chevaux de Vaugirard, lama gris du Pérou, moutons de Don Rémy, chantons en l'honneur la chanson d'Alfred Jarry. Des cochons, des cochons, des cochons, des traits, et détruisons l'ennemi, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour sauver la patrie. Brave cochon, l'homme de bien, l'homme qui a des lettres, l'homme qui a de la religion, l'homme qui ne manque de rien et qui comprend tout, ne t'a jamais oublié dans ses rêves, ni dans ses prières et dévotions, et, mêlant le cri du cœur à la reconnaissance du ventre et confondant astucieusement la clé des songes avec le verrou du frigidaire et le passe-partout discret de son petit boudoir intime et prime sautier. Depuis longtemps, il t'a nommé spirituellement bouc émissaire posthume de sa concupiscence. Tout homme a dans son cœur, te rappelle le vers de Baudelaire, serpent jaune. Et le voilà qui recommence à se citer. Mais un cheval calculateur, invité, bien malgré lui, à participer aux réjouissances pour gagner son avoine du soir, pousse un dérisoire hennissement, concupiscence. Décidément l'homme est le roi des abîmes mots, dit un chien savant, invité lui aussi, et de force à la fête, et ils s'en vont avec leur maître, l'un en hochant la tête et secouant tristement sa crinière, l'autre sans donner la patte à personne. Brave cochon, bonne bête, ainsi tu sommeilles dans le cœur de l'homme, et tu te permets familièrement de grogner en sommeillant, et tu te prélasses en chair et en os et en eau de boudin, rétrospectivement et fantomatiquement dans la lamentable foire au jambon, dans la fausse fête à Neuilly, de sa pitoyable insomnie érotique sans musique et sans chanson. Oh, c'est le haut qui est en plein milieu là, recentré sur la page. Échevelé libido, milieu des tempêtes, voilà bien de cette tour, c'est comme le chat qui dort et qu'il ne faut pas réveiller. Le proverbe n'a pas tort, parce que si on le réveille, ce chat qui dort, pas très loin d'où le cochon sommeille, dans les greniers de la tête à l'homme fort, il se met à ronronner et berce son réveil de sa berceuse d'autrefois, que lui miaulait sa mère, souriant à sa manière, il n'y a pas tellement longtemps. Dodo, petit chat noir, dodo, petit chat bleu, le complexe d'Oedipe, le petit chat lapeux, fait l'amour à sa mère, et tout est pour le mieux. Quel amour, dit sa mère, que ce petit chaton, que ce petit chat blond, que ce petit chat bleu. Et la fête continue, c'est maintenant un spectacle en plein air et de nuit, grandiose, étourdissant, télévisé, subventionné, édifiant,
et de bonne loi, comme il se doit. Sur le parvis de Notre-Dame, un décor est dressé, brossé à ravir et reluire par un grand maître animalier, décorateur de la fourrière et auteur également de ravissants petits tableaux teints qui se vendent comme des petits pains, représentant toujours, là tout d'un coup c'est comme un truc en prose qui défile, c'est rythmiquement, c'est dingue ce truc, quel bien ça fait. Sur le parvis de Notre-Dame, le décor est dressé, brossé à ravir, à reluire par un grand maître animalier, découvreur de la fourrière et auteur également de ravissants petits tableaux teints qui se vendent comme des petits pains et représentent toujours inévitablement un petit chat blanc jouant innocemment avec une petite pelote de laine blanche dans une petite corbeille capitonnée de petits satins blancs et d'émouvantes pantomimes, d'émouvants ballets et d'émouvants tableaux vivants et se succèdent impeccablement la bénédiction d'une meute, la castration d'un étalon, la vivisection d'un chien. Et puis les crocodiles grandeur nature balancent harmonieusement sur les rives d'un île indéniablement égyptien leur grande queue de tôle ondulée et d'un si ravissant vert de jardin potager qu'on se croirait en Île-de-France le jour du vernissage du salon des beaux-arts ménagers. Et le long de ce Nil, de belles filles de théâtre se promènent en dansant et ne s'arrêtent de danser que pour commencer à chanter. Et tout est nostalgique, antique et exotique, les danses et les chants, les lumières, la musique, car nous sommes en Égypte et dans l'Antiquité. Et Cléopâtre, encore une fois pour toutes, vient tout bonnement, bénévolement, dignement, fastueusement, de mettre tragiquement fin à ses jours en public et en beauté. Et les deux jolies filles chantent leur tristesse et leur regret. Une trompe d'éléphant à la place du nez, la volte-face du monde en aurait-elle changé? Pauvres et jolies filles, l'une s'appelle la Lise et l'autre c'est Nana. Elles n'avaient pas un grand rôle dans l'histoire, elles n'étaient que les suivantes de la reine. Maintenant la reine vient de disparaître, mais elles doivent continuer leur métier. Cléopâtre n'est plus de ce monde, ses suivantes doivent la suivre dans l'autre. Et dans leurs petites mains tremblantes, de tout petits serpents déroulent leurs anneaux. Chacune d'elles a le sien pour pétrir comme la reine. Chacune a son aspic pour ses derniers moments. C'est l'aspic à la Lise, c'est l'aspic à Nana. C'est l'aspic à Nana, c'est l'aspic à la Lise. Le sort en est jeté. Elles reviendront à Pâques ou à l'éternité. Mais il n'y a pas d'aspic dans cet album, aucun serpent, pas même l'anaconda. Devant ce prodigieux et inquiétant reptile, l'homme perdrait son sang-froid, surtout s'il est intellectuel. Homme du monde, ou du milieu, ou de l'élite, ou de l'intelligentsia, de même qu'il serait très mal à l'aise en écoutant le cobra qui parlait à Mary Poppins à Londres, aux zoo, dans la pénombre. Et après tout, il se pourrait que manger et être mangé soit la même chose en fin de compte. Et puis là, tout d'un coup, après Mary Poppins, ce film de Georges Franju avec une musique de Cosma, donc les potes à Prévert, et plus mal à l'aise encore s'ils voyaient le sang des bêtes. Ce film qui se passe à Vaugirard et puis à la Villette parmi les gens et puis naturellement les baies. Un cheval arrive à l'abattoir et voit devant lui le tueur. Et le cheval fait quelques pas en tournant sur lui-même. On dirait qu'il se demande ce qu'il vient faire là et ce qu'on attend encore de lui. On dirait qu'il esquisse un petit pas de danse. Mais il n'y a pas de spectacle, sauf le ballet de la vie et de la mort. Ces deux sœurs qui ne sont ni latines ni de charité, ces deux sœurs siamoises de toutes les contrées, et le tueur fait son métier. Ce n'est pas un matador, il n'y a pas de corrida, pas de soleil, ni de gaieté, tout simplement la mise à mort. Le cheval tombe foudroyé.
Et l'on comprend pourquoi Maxime Gorky disait « Les chiens peuvent rêver, j'ai vu des chevaux pleurer ». Et puis à la Villette, et puis à la Sauvette, les bœufs sont assommés, les moutons égorgés, les veaux décapités, et les hommes qui font le travail, les hommes au visage simple et à la main armée, exécutent ce travail sans la moindre cruauté. Ils abattent des bêtes, les autres les mangeront, comme d'autres abattent des murs et que d'autres rebâtiront. Entre ces nouveaux murs, d'autres êtres vivront avec des bêtes heureuses chez eux à la maison, ou bien à l'hôpital, au cirque, au séminaire ou en prison. Un peu partout ailleurs, au rythme des saisons, dans des palaces, des casernes, des universités, des gares, des studios de cinéma, des parcs à munitions, des magasins de mode et d'alimentation, des maisons de rendez-vous, des camps de concentration. Parfois, les tueurs chantent en abattant leurs bêtes, comme souvent les bûcherons en abattant leurs arbres. Et peu importe l'air, peu importe les paroles de leurs chansons, c'est leur voix qui est grave et belle, irresponsable et familière, pleine de tristesse et de mystère, pas du tout solennelle, et cette voix accompagne en sourdine les images de ce livre d'Illa. Graves, belles, mystérieuses et familières comme cette voix, et l'on peut tout aussi bien, en regardant bien ces images, entendre la voix des 4 musiciens de la ville de Brême, la voix du chat, la voix du chien et la voix du coq qui disait à l'âne « La cuisinière a donné l'ordre de me tordre le cou ce soir, alors je crie de toutes mes forces pendant que je respire encore. » Et celle de l'âne « Crête rouge que tu es, viens plutôt avec nous à Brême, où que tu ailles, tu trouveras toujours mieux que la mort. Tu as une bonne voix, et quand nous ferons notre musique ensemble, notre concert aura bonne façon. » Ou la voix fraîche et déjà maternelle d'une petite fille, berçant un vieil ours de peluche tout usé dans la cour, sans lumière d'une cité ouvrière. Ou la voix d'une grande fille noire chantant avec la même joie, la même douleur, la même splendeur, les mêmes couleurs qu'un oiseau, ou la voix même de cet oiseau multicolore et merveilleux, ou la voix de l'oiseau moqueur. La vie est un grain de blé, le chasseur est un fléau, le pain nourrit son homme et aussi le moineau. Dans les vignes du lion qui dort, le renard ivre-mort rigole en chantonnant, tout radieux, tout content. Les raisins du plus fort sont toujours les meilleurs. À la mienne, à la tienne, aux vôtres et aux leurs, et beaucoup d'animaux se caressent du regard, et beaucoup d'animaux se dévorent des yeux. L'huître tourne de l'œil en voyant un citron, l'homme fait de même en voyant un couteau. À la sienne, à la mienne, à la vôtre, à la leur, la plante végétarienne dévore la plante carnivore. Le caïman dévore l'homme quand l'homme lui tombe sous la dent. Et l'hirondelle dévore la bête à bon Dieu. À la sienne, à la mienne, à la vôtre, à la leur. Dévorez-vous les uns les autres, mais faites-le poliment. Dévorez-vous les uns les autres, sans trop lever les bras aux cieux, et d'autres voix, enfantines ou cruelles, violentes ou désolées, ou d'une tendre agressivité, ne sont jamais tout à fait amères, jamais tout à fait désespérées. Toutes ces voix, avec tout un monde d'autres voix, jamais entendues, jamais même soupçonnées, c'est le cœur même de la nature, c'est sa voix qui coule de source comme l'eau coule de la roche ou le sang dans les veines ou le vin du tonneau, et ce n'est pas une voix hiérarchique, basse et inintelligible qui psalmodie à tue-tête des mélodies d'écriture feinte, des ora pro nobis et des oratorios. Une voix qui ne connaît pas la musique, mais qui l'apprend de très haut. Non, cette voix, c'est la musique du jazz, d'avant les connaisseurs, la musique de la vie, d'avant
ses amateurs, c'est la musique du monde d'avant ses créateurs. Et c'est pourquoi le mélomane a l'oreille décollée, recollée, bicolée, assermentée, accréditée, secoue négativement sa sérieuse tête sans l'écouter. D'ailleurs, il ne veut pas entendre cette musique, ni même ses plus lointains échos, de même que devant son miroir, il ne peut pas se voir en peinture, il n'est pas de la fête, et qu'elle soit triste ou gaie, radieuse ou bien sanglante, il n'est pas invité. Alors ça lui déplaît, comme déplaisent les portraits des bêtes aux gros mangeurs, et bien pensants et cartésiens, ce qui ne gâte rien. De les voir là comme ça, comme vous, ou lui, ou moi, vraiment. Pour un homme de la haute société savante, ce n'est pas très indiqué. Et puis quand on ne vit que de penser, si on a un bon coup de fourchette, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas? Et puis les chats sont là pour ça, puisqu'ils ne pensent pas, puisqu'ils n'existent pas, puisqu'ils ne souffrent pas. Et minutes et trêves de discussion, si nous mangeons de l'automate, ce n'est pas une raison pour confondre le joueur de flûte avec le canard de Vaucanson, mais le temps tourne à l'orage. Tout cela n'est pas clair. La porte du restaurant s'ouvre en coup de vent qui feuillette les pages du livre d'images dans la tête du client. Et voilà le rhinocéros et la vache qui, ni l'un ni l'autre, ne mangent du rôti de veau. Et voilà l'agneau si doux qui descend du ciel et recherche dans les assiettes les restes de ses côtes premières, des fois qu'il y aurait appel au jugement dernier. Simple formalité. Mais avec ça, la musique recommence. Et cela fait mauvais effet. Et bien qu'il en soit déjà au dessert, le monsieur, à juste titre, est soudain métaphysiquement inquiet. Et sa traditionnelle pomme d'Adam qui lui remontait au gosier, discrète et confidentielle, disparaît pour céder aimablement la place à la non moins traditionnelle poire d'angoisse du péché originel. Et l'homme s'en va, sans demander son reste, en l'occurrence son café. Et très heureux de rencontrer quelqu'un à qui parler, se trouve nez à nez avec le mélomane distingué, mais c'est d'une voix mal assurée que, comme à l'habitude, ils échangent des idées. Ah, l'époque va de travers, le monde est bouleversé, il y a de l'orage dans l'air, le déluge va commencer, et les voilà qui envisagent la chose et songent à se vêtir pour la circonstance de peau de bêtes inoffensives et bien léchées afin d'être reçus avec déférence et d'obtenir, si possible, et de droit divin, une bonne place assise dans l'arche de Noé, et même de préférence à côté des poulets. Et bon appétit, cher ami, vous en êtes un autre, et Alali par-ci, Alléluia par-là. Mais la voix aigre de ces deux pauvres tristes ogres est à nouveau couverte par la musique, par d'autres voix d'hommes et de femmes, et puis d'enfants dont quelques-uns sont morts déjà depuis longtemps. Comme Vincent qui vivait à Tourette-sur-Loup, ce n'était pas un saint, bien que patron du prieuré, où il vendait à boire, à manger, à loger, et où les gens traqués pouvaient se reposer. Il était jeune et beau, il avait navigué, il aimait bien les bêtes, comme il aimait bien se saouler. Et les cochons, ça ne lui disait guère de les tuer, alors il se saoulait avant, et puis il les saoulait aussi. Et délirant et titubant, s'excusait en les égorgeant, leur parlant d'un mauvais moment à passer, et puis de la pluie et du beau temps. Et il a été tué à cause de cette guerre. Tout ce dernier moment a été long pour lui, tout près des oliviers et d'un pont de chemin de fer, aujourd'hui détruit. Et la voix d'un autre Vincent qui s'appelait Van Gogh. Et la cage reste là, et l'oiseau est fou de douleur. Ou celle de René Char, qui écrit aujourd'hui « Ceux qui regardent souffrir le lion dans sa cage pourrissent dans la mémoire du lion ».
et la voix d'un pompier qui sauva 2 lionnes à demi asphyxiées, Sarga et Saïda, et qui disait à Firmin Bouglione: « Ah, c'est bien la première fois que nous avons à traiter de tels clients. Ces bêtes sont d'ailleurs aussi douces et dociles que n'importe quel humain. » Et puis la voix d'Illa parlant des animaux, et puis d'autres voix de femmes et d'enfants et d'oiseaux. Ces voix sont toutes différentes, mais elles ne sont pas disparates. On peut les entendre en même temps, comme tous les battements des cœurs de ceux qui aiment vraiment. Et quand elles racontent la vie en chantant, en pleurant, en sanglotant, en hurlant, en riant, elles n'inventent rien. Elles ne disent pas ce que c'est, la vie. On dirait qu'elles se bornent à répondre aux autres voix qui disent: la vie est horrible, absurde, inquiétante et invivable. Un lourd fardeau, même quand c'est horrible et soi-disant absurde, et comme vous dites, invivable et inquiétant. Ce n'est jamais aussi horrible, absurde, invivable, inquiétant que c'est beau quand c'est beau. Jacques Prévert, 1950, Les bêtes.